Pourquoi est-il faux de dire une guerre en Ukraine? Quels sont les objectifs de l'agresseur russe et pourquoi le continent européen est concerné? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe et écrivain, président d'Open Ukraine, rédacteur en chef du site Ukraine World. Volodymyr, toi, tu es philosophe, tu es écrivain, tu es ici président d'Open Ukraine, cette organisation des écrivains et journalistes aussi, qui est très actif en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons parler avec toi de sujet qui est très important, qui est très fondamental, mais qui revient à chaque instant quand on parle de cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Le sujet, pourquoi cette guerre n'est pas une guerre en Ukraine. Voilà, une expression qui est tout à fait courante dans les médias, même des médias français et francophones, et pas que francophones évidemment, dans le monde entier. Donc ma première question à toi, ça fait des années qu'on essaie d'argumenter que cette guerre que la Russie mène contre nous, elle concerne évidemment nous, les Ukrainiens, mais elle concerne évidemment beaucoup, d'une manière beaucoup plus large, les Européens et peut-être d'une manière plus large, le monde démocratique en tant que tel. Alors, quels seraient, selon toi, les premiers éléments de la réponse à cette question? Je pense que c'est vrai que cette expression, la guerre en Ukraine, ou parfois la guerre ukrainienne, la crise ukrainienne, elle est très répandue dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglophone, dans le monde germanophone. Dans la langue anglaise, on dit Ukraine crisis, Ukraine war. Et pour nous, des Ukrainiens, pour beaucoup des Ukrainiens, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais, il y a quelque chose de erroné dans cette expression, parce que l'Ukraine n'est pas le seul cible de la Russie. Ma lecture de cette guerre, c'est que c'est une tentative de la Russie de faire une sorte de revanche pour sa défaite dans la guerre froide. Et c'est pour cela qu'il y a un grand ennemi de la Russie, c'est l'Occident. C'est soi-disant l'Occident, mythologisé bien sûr, mais dans cet Occident, l'adversaire principal, c'est l'Amérique. Et l'Europe, c'est pas l'adversaire, c'est plutôt une sorte de champ de bataille. Et le plus les Russes pensent, le plus ils peuvent avancer vers l'Europe. Mieux ils peuvent achever. Donc, pour moi, c'est très important ce que les Russes ont dit à 2021, quand ils ont dit finalement que l'élargissement de l'OTAN, c'est une erreur. Il faut revenir vers les frontières de l'OTAN qui étaient avant les élargissements, c'est-à-dire avant l'inclusion des pays de l'Europe centrale et orientale vers l'OTAN. C'est-à-dire que finalement, l'idée principale russe, c'est de diviser l'Europe de nouveau, de revenir vers le monde de l'après-guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle finalement la Russie et les États-Unis, on peut dire, ont divisé le monde et ont divisé l'Europe aussi. Donc c'est pour cela que pour nous, pour moi, c'est évident que la Russie ne veut pas s'arrêter en Ukraine et elle veut effectivement attaquer d'autres pays de l'OTAN. Et on a vu avec cette attaque de drone contre la Pologne que c'est déjà le cas Oui, malheureusement. la première, on va y revenir, mais pour revenir d'une manière tout à fait concrète, voilà, quand on dit que, voilà, quand toi tu es en train de dire que ta lecture de guerre est celle que, grosso modo, cette guerre que la Russie mène contre le monde démocratique, les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine, etc., c'est une guerre qui est tout d'abord une revanche pour la défaite écrasante durant la guerre froide. Rappelons à nos auditeurs, n'est-ce pas, que la guerre froide était terminée dans les années 90, c'est-à-dire avec l'effondrement de l'Union soviétique. Donc la défaite était justement la dissolution de l'Union soviétique.
Il faudrait sans doute situer le moment où cette guerre avait commencé. Cette guerre qu'on appelle aujourd'hui la guerre en Ukraine, elle avait commencé quand, à ton avis? On peut parler de 92, la Transnistrie en Moldavie, ou bien plutôt on parlerait de la Géorgie en 2008, ou bien on parlerait d'autres épisodes, parce que pour appeler tout ce qui se passe aujourd'hui une guerre, il faut qu'il y ait un début, et espérons qu'il y aura une fin à cette guerre. Moi, je pense qu'il a commencé dès le début de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, tu as mentionné la Transnistrie, ça c'est très très important parce que, voilà, tu vois, à la frontière de l'Empire, où le contrôle des Russes déjà était assez faible, ils ont essayé de créer des enclaves qu'ils peuvent contrôler. Et en Moldavie, c'était la Transnistrie. En Géorgie, c'était l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, donc les régions que la Russie a utilisées pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et finalement pour déstabiliser la Géorgie en 2008. On peut dire qu'il y a un certain management du conflit dans le Karabakh entre Azerbaïdjan et Arménie. Et l'Ukraine, dans son contexte, il y a bien sûr, il y avait la question de la Crimée. Et en fait, on peut dire que voilà, les dirigeants de l'Ukraine des années 90, Kravchuk et Kuchma, ils ont essayé de jouer de façon assez diplomatique, mais assez old school. Je dirais que voilà, on reste dans l'orbite de la Russie. Donc il faut bien comprendre que la Russie n'a pas commencé la guerre contre l'Ukraine déjà dans les années 90, parce que l'Ukraine en restait dans l'orbite de la Russie, plus ou moins. Dans la Et zone d'influence, dans comme la on zone dit. d'influence. Et c'est pour cela que, oui, il peut y avoir un conflit entre guillemets déjà dans les années 90, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais il y avait cette colonisation qui a continué. On sait bien que Crimée, quand même, il y avait beaucoup d'argent russe, il y avait beaucoup d'influence de la culture russe, de la culture russophone et tout ça. Et ça préparait 2014. Donc, je pense que ça a commencé dès le début des années 90, mais bien sûr, une rupture importante, c'était l'agression contre la Géorgie en 2008. Et je rappelle que c'était, l'événement, c'était le l'août 2008, mais avant cela, il y avait un sommet de l'OTAN à Bucarest Ouais. en avril 2008, où finalement il y a une décision qui était prise, qui était sorte de compromis entre, disons, les intérêts ukrainiens, géorgiennes, américaines à l'époque, et les intérêts de la France et de l'Allemagne qui voulaient bloquer l'adhésion de l'Ukraine et la Géorgie vers l'OTAN. Mais finalement, cette décision comme quoi on ne donne pas le plan d'adhésion à ce moment-là, mais on promet à l'Ukraine et à la Géorgie d'adhérer à l'OTAN, ce compromis était désastreux pour tout le monde, en fait, pour tous les côtés, parce que les Russes ont lu cette décision comme une promesse, et donc il faut agir dès que possible. Et pour les Ukrainiens, était bien sûr, et les Géorgiens, c'était une déception, mais aussi ça crée cette zone comment dire, d'instabilité, la zone des zones Grise, grises, la zone, zone la zone indéfinie. d'incertitude. Alors, ces pays vont devenir les membres de l'OTAN, mais quelquefois, je ne sais pas, on ne sait pas où, et là maintenant, on ne sait pas quoi faire avec, et c'est pour cela que ça a créé ce vide sécuritaire que la Russie a commencé d'utiliser à cette Oui, époque. d'utiliser. Revenons encore une fois sur cette idée de la revanche. La revanche, cette idée revancharde de la Russie qui a perçu sa défaite dans la guerre froide comme quelque chose de très douloureux, donc il fallait revenir en arrière. Mais au fond, quand on y pense, la Russie ne cherche pas, en tout cas pas littéralement, à restaurer l'Union soviétique, parce que évidemment le temps d'une génération avait passé. Malgré tout, on ne parle plus des idéaux communistes ou soviétiques, etc. Mais il y a quand même une autre idée c'est-à-dire que c'est plutôt géographique, c'est plutôt impérial. C'est plutôt, voilà, j'essaie de trouver ça, la réponse facile, parce qu'elle n'y est pas. Ce n'est plus le combat des idéologies. L'Union soviétique avait perdu cette guerre froide pour justement, donc, comme une défaite, entre autres économique évidemment, mais aussi idéologique. C'est-à-dire que ne pouvait plus exister ce monde-là. Mais
pour cette idée de revanche, il faut proposer un autre modèle. C'est-à-dire que quand on dit que la Russie veut avoir sa zone d'influence dans les territoires géorgiens, biélorusse, moldave, ukrainien, voilà, toute cette Europe de l'Est, l'Europe centrale, etc., est importante, c'est pourquoi faire. C'est pour quel modèle? Donc ce n'est plus, j'ai quand même des doutes, ce n'est plus un modèle soviétique, mais qu'est-ce que c'est au fond? Qui a dit déjà, qui a dessiné les contours, si tu veux, de cette idée? Oui, c'est une question intéressante parce que je crois que la Russie, c'est un vide idéologique. Donc, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée dans la Russie actuelle. Et c'était toujours le cas. Parce que c'est ça que les observateurs, les gens qui admirent la Russie en Occident ou dans d'autres parties du monde ne comprennent pas. Ils voient cette énigme russe, ils pensent qu'il y a une spiritualité très profonde, mais en fait, c'est un simulacre parce que à chaque époque de l'histoire, la Russie prenait des idées qui venaient d'autres parties du monde, surtout de l'Occident si on prend des siècles précédents, et ils ont transformé ces idées, ils ont transformé vers des idées opposées en fait. Ils ont transfiguré ces idées, les idées comme ça, mais c'était toujours une sorte de cette jeu avec l'importation des idées. Bah, prends le marxisme. Bien sûr, le marxisme était importé vers la Russie. Prends l'idée de la nation. Donc, Poutine a dit qu'il y a une nation russe qui continue depuis la Russe de Kiev, etc., depuis Rurik. Mais d'où vient cette idée de la nation? Il vient du 19e siècle, il vient pas de la Russie, parce que la Russie, disons, à l'époque napoléonienne, c'est pas une nation. C'est un empire où tu as un empereur et puis tout le monde parle soit français, soit allemand. Et voilà. C'est pas une vraie nation. Donc la Russie, l'idée nationale en Russie est pénétrée vers la Russie par des Polonais et par des Ukrainiens et par un certain nombre d'autres nations. Prends le 18e siècle, l'idée de Catherine II, comme quoi elle est l'empire des Lumières, etc. Ça vient d'où? Ça vient des philosophes français comme Voltaire, Diderot. Et on peut continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est l'idée de la multiplicité des civilisations. D'où vient cette idée? Ça vient de Huntington, ça vient de Toynbee, ça vient de Spengler, ça vient d'un certain d'autres aussi des penseurs russes, il faut dire, oui, mais cette idée, c'est plutôt l'idée romantique, l'idée du 19e siècle, de pluralité des civilisations. Oui, mais au fond, on ne répond pas à la question qu'est-ce qui est derrière justement cette Ouais. politique revancharde. Oui, C'est-à-dire que c'est une espèce de compilation des idées étrangères, des idées très différentes, diverses, qui, voilà, c'est pas cohérent, c'est pas organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que comme modèle qui serait attirant, voilà, qui serait justement la justification de cette volonté de contrôler une partie du globe? Bon, et je pense que c'est aussi important, c'est que pourquoi les Russes ont du succès aujourd'hui dans le monde, un succès idéologique aussi, parce qu'il y a une crise, bien sûr, des idéologies en Occident. Il y a une crise de libéralisme et tout ça, donc c'est un peu l'espace est un peu vide, tu vois. Et je pense que la Russie utilise et abuse cette idée de l'idéologie de la famille ou même sexopolitique, on peut dire, oui, sexo-idéologie, parce que ou c'est quoi l'idéologie cette de genre, bah, le débat actuel, le débat peut-être le plus principal dans le monde idéologique, c'est le débat sur la sexualité, en fait, sur le genre, C'est sur la le question de genre? genre. Et ici, on continue ce que pensait Foucault, d'ailleurs. Michel Foucault, quand il a critiqué dans son histoire de sexualité, quand elle est critiquée finalement cette, euh, cette fixation sur l'idée de sexualité, sur l'idée de... voilà. Et maintenant, ça devient global. Donc ici, Foucault avait raison peut-être. Euh, mais si on prend cette idée que on revient vers soi-disant les valeurs de la famille, comme les Russes disent, Traditionnel, voilà. mais regardez la famille russe. C'est une famille avec la violence domestique énorme. Et cette tradition, cette continuation de cette violence domestique était
est aujourd'hui au XXIe siècle, était au XXe siècle, était au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, etc. La Donc, famille russe, on dirait avec la violence, mais avec beaucoup moins de natalité par rapport à ce qu'on croit d'habitude d'une famille nombreuse, parce que la Russie est en crise démographique au moins à partir des années 90, je crois. Comme qu'est-ce que d'ailleurs tu penses? l'Ukraine. Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est intéressant comment ils voient le monde, les Russes, parce qu'ils veulent proposer quelque chose au monde, comment ils voient le monde idéologiquement. Bah justement, donc il n'y a pas une vision comme ça homogène, c'est plutôt une vision hétéroclite et évidemment toutes les accusations possibles sont bonnes à partir de cette Europe homosexuelle qui revient toujours comme une obsession de la propagande russe. Après évidemment la vision de l'Occident comme un continent, mais plusieurs continents déjà, décadent, comme quoi qui s'oppose aux forces de la nature et qui a à travers qui est quelque chose contraire à la nature humaine, etc., etc. Donc c'est une vision très hétérogène en fait, parce que les accusations sont très différentes. Mais justement, on s'interroge quand nous parlons du fait que ce qu'on appelle aujourd'hui faussement. Guerre en Ukraine, ce n'est pas du tout une guerre en Ukraine, c'est une guerre. Est-ce que tu serais d'accord si on disait que c'était une guerre entre deux modèles? Sauf que on est en train de parler depuis 10 minutes, c'est quel modèle que la Russie propose et on a du mal à saisir c'est quel modèle. Parce que aujourd'hui, Poutine parle, récemment il a évoqué, je crois, le fait que ses petits-enfants parlaient le chinois et qu'effectivement nous voyons aujourd'hui le rapprochement très considérable de la Russie avec la Chine, sauf que j'ai du doute en fait que la Russie, en tout cas une grande partie de la Russie, puisse s'intégrer du point de vue de la culture, de la langue, de la mentalité même à la Chine. Donc c'est-à-dire Mais, que là, donc c'est toujours le jeu avec des éléments très hétérogènes en fait. pas même plus. La Chine, c'est une grande civilisation. Ça date des milliers et des milliers. Et c'est l'idée qui était opposée à l'idée européenne. Parce que l'idée européenne, c'est de dire que la politique, c'est autre chose que la famille. C'est-à-dire ce que Hannah Arendt a appelé la police, c'est autre chose qu'oikos. Oikos, la famille. Parce que dans la famille, il y a toujours l'hierarchie, on respecte nos parents. Il y a toujours, même dans les familles libérales, tu vois, il y a une sorte de cette un peu hiérarchie peut-être souple quand il y a ce respect vers les parents, vers les grands-parents. Ici, si ce respect se rompt, donc la famille est en crise. Tandis que dans la politique, dans la police grecque, et on peut dire plus avant, on peut dire que peut-être dans les villes anciennes de l'Ukraine et de la Moldavie, ce qu'on appelle la culture de Kokoten-Trépil, là, ces grandes villes très égalitaires, tu vois, dans cette idée qu'il y a plutôt l'égalité et l'horizontale que cette hiérarchie qui doit dominer. Et je pense que la civilisation chinoise, c'est autre chose. C'est l'idée que la politique, c'est une sorte de grande famille et que voilà, et l'hierarchie est beaucoup plus importante. L'hierarchie de haut en bas est beaucoup plus importante que cette mélange horizontal. C'est pour cela que c'est la méritocratie qui est très importante pour cette civilisation. En Russie, quelle méritocratie On parle de quelle méritocratie? Tout le modèle russe, mais disons, qu'est-ce que c'est le modèle soviétique? Le modèle soviétique était de exterminer les meilleurs. Donc c'est la méritocratie à l'inverse. Donc c'est une sorte de ce qu'on appelle le lift social, mais dans lequel ce sont les pires qui font la carrière. Ce sont les plus les plus Ou bien les meilleurs, mais très cadrés. oui, les meilleurs dans la Les meilleurs. violence, disons. Ou la meilleure, si on pense de la technologie, etc., il y avait quand même une sélection. Donc on peut Non, pas. mais tous les Mais génies de technologie à l'époque stalinienne étaient il était exterminés. soit à travailler avec ou pour le régime. Donc, mais je crois qu'il y avait quand même une distinction éthique, donc à part. Après voilà, donc il cultivait et sélectionnait des meilleurs techniquement, mais ceux qui collaboraient avec le régime. Donc ça, Non, je pense une que, je sélection. pense que, je pense que vraiment le modèle soviétique, et on voit ça se répéter dans ce que la Russie fait dans les zones occupées de l'Ukraine, et ce qu'il a fait aussi au 19e siècle, cette idée de la bureaucratie russe, c'est vraiment la méritocratie à l'inverse.
Et ça, on peut poser la question pourquoi? Parce que c'est pas la mérite qui gouverne, c'est la violence. Donc tu dois avoir des gens qui te obéissent. Et, euh, et je dis toujours que le modèle russe, c'est le modèle de thanatocratie, c'est-à-dire de l'administration, le gouvernement par la mort. Parce que c'est le gouvernement par la mort quand tu dis aux citoyens, ces sujets, que le gouverneur, le leader est le propriétaire de leur mort. Et ça, Mhm. c'est très, très important. Qu'il en décide, voilà, cette destruction, pas les moyens de la production, mais les moyens de la destruction, voilà, qui sont importants. Donc voilà, voici ces deux modèles-là. Donc et revenons, donc nous parlons voilà, aujourd'hui du fait que voilà, cette guerre, elle n'est pas une guerre contre l'Ukraine, mais contre, voilà, contre des modèles d'existence qui sont évidemment beaucoup plus larges du point de vue géographique déjà, et que ça concerne aujourd'hui bah, les Polonais, les Baltes, mais tout aussi bien les Français, les Allemands et les Américains, et que là, mais en même temps, soyons clairs aussi, il y a très peu, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on essaie d'expliquer aux gens qui nous écoutent que cette guerre, elle les concerne personnellement, et on a du mal à percer avec les arguments là. Donc peut-être que se poser la question, mais pourquoi y a-t-il un tel refus, un tel déni en fait de voir ce que le danger que représente la Russie, il est beaucoup plus large que le danger géographique, et que sa guerre, je me rappelle, en 2014-2015, on parlait beaucoup du fait que, écoutez, Poutine, s'il a pris Donetsk et Lugansk, ce n'est pas parce qu'il voulait Lugansk et Donetsk, et même Crimée, mais c'est parce qu'il voulait beaucoup plus que cela. Mais c'est invisible, vous allez voir, ça va venir. Donc après, il y avait voilà, cette grande invasion russe de 2022. Nous avons dit, mais écoutez, regardez, il veut toute l'Ukraine. Il veut toute l'Ukraine. Aujourd'hui, on nous demande, est-ce que l'Ukraine serait d'accord pour les concessions territoriales? Est-ce que finalement, oui, on peut être d'accord, mais ça calme pas Poutine, parce que c'est pas, même pas ces 5 régions qu'il a inclus d'une manière tout à fait illégitime de la constitution russe, Lugansk, Donetsk, Crimée, Zaporizhzhia, Kherson. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut beaucoup plus que cela. C'est invisible, mais c'est que vous ne pouvez pas le voir, mais c'est ça qu'il veut. Et on a toujours du mal à expliquer cela. Aujourd'hui, comme tu viens d'évoquer, donc récemment, il y avait ces drones, une vingtaine de drones qui sont entraînés dans le territoire polonais. Une fois de plus, nous sommes là à essayer d'argumenter, d'expliquer que le danger que constitue la Russie, ce n'est pas contre l'Ukraine, ce n'est pas la guerre en Ukraine, mais au-delà. Donc la question, pourquoi toutes ces choses qui peuvent te paraître évidentes, hein, pourquoi elles ont du mal à être consommées, comprises comme ça par des gens qui se concernent en fait, par nos voisins, nos amis européens, par les Américains aussi. Bah, je pense que l'Europe et l'Amérique, ce sont des choses différentes. Je pense qu'en Europe, d'abord, il y a cette illusion que l'Europe est toujours un continent de la paix. Donc, il y a une génération qui est née avec l'idée qu'il y a la paix éternelle, et voilà. Et toute l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on entend, ce qu'on comprend de l'histoire, le Holocauste, les guerres, ce sont dans le passé. Donc, l'Europe, c'est un peu ce que Tony Judd a appelé l'après-guerre, the post-war. L'Europe est possible qu'après la guerre. Mhm. Et finalement, l'Europe ne se pense pas comme un continent qui peut être en guerre de Mhm. nouveau. Et c'est pour cela que, bien sûr, il est Et absolument l'Europe, désorienté. tu veux dire l'Europe comme l'Union européenne, qui était évidemment créée après la guerre, ou l'Europe qui ne se limite peut-être pas à l'idée de l'Union européenne? Oui, mais l'Europe, oui, comme une entité géopolitique, il y a l'Union européenne, il y a aussi le Norvège, il y a le Royaume-Uni, il y a la Suisse, qui ne Ah sont d'ailleurs, pas ils sont plus partis. efficaces, non? Hmm. T'as pas l'impression que Royaume-Uni et même Norvège, voilà, c'est les pays qui sont plus éloignés de projets européens, dans le sens de l'Union européenne, ils réagissent d'une manière un peu plus rapide. Non, mais c'est pas ça la question. Je pense que la question clé est que est-ce que l'idée même de l'Europe inclut l'idée qu'il faut se battre, il faut se battre pour tes valeurs. Voilà, c'est ça la question. Et je pense Mhm. que dans la génération des Européennes, ce qu'on apprend dans les manuels de l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Union européenne, on vit avec l'idée que les guerres sont dans le passé.
Finalement, c'est la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire qui a eu lieu bien avant Fukuyama. Donc, pour les Européens, la fin de l'histoire, je pense que c'était autour des années 1960-1970. Et je pense que oui, c'est une bonne idée, bien sûr, c'est une bonne utopie, mais pour le moment, c'est très dangereux parce que les républiques, regardant l'histoire, les républiques étaient toujours très menacées par des empires. Les polices, les cités indépendantes ont été toujours très menacées par des empires. Et il y avait toujours cette idée que oui, les républiques sont très bien dans la façon dans laquelle on fait le commerce, on fait l'horizontal de communication, on fait cette idée de agora, c'est-à-dire de la place dans laquelle on échange des idées, des produits, de tout. Mais finalement, il faut aussi la défense, il faut le mur, il faut être Il faut la forteresse. La forteresse, il faut avoir ce que j'appelle agone, le côté de agone. Donc, les républiques, normalement, tu n'as pas cette naïveté dans l'histoire de la pensée et de l'action républicaine, comme quoi les républiques sont dans une sorte de paradis. Et je pense qu'il faut réapprendre, c'est réapprendre aux républiques de passé, je ne sais pas, aux Néerlandais du XVIIe siècle, ou peut-être aux Vénitiens de l'époque du Moyen-Âge, ou des Florentiens, ou je ne sais pas, ou des polices d'État athéniens, ou des grandes polices de la Grèce. Si les Européens n'apprennent pas à se battre, donc c'est fini. C'est fini cette idée parce que finalement, les concurrents, surtout la Chine, la Russie et d'autres, sont très très puissants. Ils sont beaucoup davantage du côté démographique, du côté économique, etc. Et leur modèle de la société est absolument l'inverse du modèle européen. C'est le modèle très hiérarchique. C'est le modèle dans lequel les gens, les individus sont que des cellules dans un grand corps total et ils sont absolument remplaçables. Et je pense que c'est tout à fait très éloigné de la façon dans laquelle nous, les Européens, les Ukrainiens aussi, voient le monde. Avec les Américains, je pense que l'Amérique est aujourd'hui dans une confusion totale. Donc, dans une confusion totale, ils pensent que le plus grand ennemi, c'est à l'intérieur. C'est pour cela que Trump toujours parle de Biden et les démocrates parlent toujours de Trump. Et je pense que cette intériorisation de l'ennemi, ça peut mener les Américains vraiment vers un conflit civil. Une guerre civile. Ouais. Et je pense que ça, je ne sais pas même comment leur aider. Donc, si vous pensez, s'il y a une société qui pense que le plus grand ennemi est à l'intérieur, c'est fini. Ça, c'est fini, c'est le commencement de la fin. Mais revenons à l'idée de cette désapprentissage des Européens de se battre et de s'imaginer dans un monde où les guerres, s'ils existent, ils existent ailleurs. On peut imaginer qu'il y a des guerres quelque part dans d'autres continents, mais pas chez nous, parce que la guerre, donc on vit dans un monde où les fondements, donc en fait, c'est la paix, donc c'est la logique de faire des compromis que ça arrange tout le monde, et puis pas régler le conflit par la violence. Et donc, au fond, s'il y en a ainsi, si c'est ainsi, donc on sent qu'il y a cette confusion entre deux concepts. C'est une chose que tu dis souvent, et tu écris déjà aussi, que cette confusion en fait entre deux concepts différents, entre le concept de la force et le concept de la violence. C'est-à-dire qu'autant le refus de la violence est grand en Europe, autant le concept de la force de se défendre, c'est quelque chose qui doit être réhabilité en quelque sorte, et qui doit être remis à sa place en fait. Donc la force à défendre ce qui nous est cher, la force de défense, la force de se tenir debout face à cela, et ça nécessite parfois le recours à la violence. C'est-à-dire que la guerre, c'est quoi? C'est la violence. Il faut tirer sur les gens, il faut tuer l'ennemi. Tu te rappelles Zaloujny, notre commandant en chef de l'armée ukrainienne en 2022, je me rappelle très bien sa première interview, il a dit une chose qui a surpris tout le monde. Il a dit, on lui posait la question, qu'est-ce que vous avez appris de plus important durant ces premières heures, jours et semaines? Il a dit que, écoutez, la chose qu'on a appris, on a appris à les tuer. Et ça, c'est fondamental.
Parce que pour les Ukrainiens, aussi un peuple qui ne connaissait pas des grandes guerres non plus pendant des décennies, la première chose, le premier cap à franchir, c'est d'apprendre à tuer. Et donc aujourd'hui, dire à l'Européen que toi, tu dois apprendre à tuer, Européen, bon, ce ne sera pas la violence, ce sera la force. Voilà, ça revient à une révolution. Oui, c'est très difficile, bien sûr, pour les Européens, pour beaucoup d'Européens de le comprendre, de l'accepter, et je le comprends très bien. Et je pense que, je pense que le problème avec la force, c'est très important, c'est que dans la langue russe, et d'ailleurs dans la langue ukrainienne, et peut-être dans quelques autres langues slaves, la violence et la force sont des mots avec la même racine, c'est-à-dire sila. On dit насильство et sila. Насильство, violence, sila, force ou voilà, pouvoir. Et la même histoire avec les Russes, насилие et sila. Et je pense que c'est très dangereux de penser dans cette direction-là. Et je pense que la culture politique russe, et on est aussi infecté en quelque sorte. Je pense que les Ukrainiens ne se sont pas libérés complètement de la culture politique russe. Elle est très présente, toujours. Mais je pense que la culture politique russe, c'est l'idée que la seule force, c'est la violence. Le seul sila, c'est la sila. Et je pense que dans leur conception du monde, le plus grand chef, le plus grand tsar, c'est quelqu'un qui est capable d'une violence extrême. Et en regardant Ivan le Terrible, il a tué son fils. Pierre le Grand, Pierre Ier, il a tué son fils. Catherine II, finalement, organisé le meurtre de son mari. On peut dire que Staline qui a négligé sa famille. Poutine, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec sa famille, etc. Donc, je pense que cette idée, finalement, que tu peux tuer beaucoup du monde, et voilà, et c'est pour cela que tu as de la force, est très, très, très séduisant en russe. Et c'est pour cela que je pense que les guerres de Tchétchénie, que pour tout le monde était l'horreur absolue, pour beaucoup des Russes, c'était, oh là, ok, ce mec est capable de la violence extrême, surtout la deuxième guerre de Tchétchénie, et c'est pour cela qu'il est capable de devenir notre chef. Deuxième chose, je pense que aussi, le problème, c'est que en Europe, on a aussi une certaine narration de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette narration est surtout focusée sur l'idée de la victime. Et ça, c'est très bien. Je pense que aussi une grande révolution dans la mémoire ukrainienne, c'est de commencer de parler des victimes, n'est-ce pas? Parce que la narration de l'Union soviétique, c'était que la narration de la victoire. Alors, on a combattu les fascistes. On est les pays vainqueurs, on a combattu et je pense le nazisme. Je pense que la narration qui est saine, qui est bonne, c'est une narration qui combine les deux, qui combine l'idée de héroïsme, combat avec le mal, avec l'ennemi, et une idée de victime, c'est-à-dire la valorisation de la mémoire des victimes, etc. Tandis que je pense que dans le monde occidental, c'est que des victimes qu'on parle. Et surtout le Holocauste, bien sûr, un crime énorme, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Holocauste, mais c'est aussi le combat contre cet Holocauste et contre le nazisme et le fascisme, qui était aussi elle-même ce combat parfois plein de crimes. Et disons que l'armée rouge, etc. Donc, n'est-ce pas? Donc, ce sont des questions très, très difficiles. Quand tu dois combattre l'ennemi, quand tu dois combattre le mal, le nazisme était le mal, le fascisme était le mal, et le poutinisme était le mal. Alors, quel outil tu utilises? Tu ne peux pas utiliser que des outils bons, tu vois. Et ça, je pense que les Ukrainiens rejettent cette idée que nous sommes des victimes. Vous pouvez nous tuer et voilà, on va être génocidés. Il y aura quelques milliers d'Ukrainiens en France et en Allemagne qui vont juste parler de cela et l'Ukraine n'existera plus. On rejette cette narration, on ne veut pas être des victimes, on veut vraiment se battre. Et c'est pour cela que cette héroïsation recommence en Ukraine. Et je pense que l'idée de héros, c'est quelqu'un, si on prend dans le sens antique du terme, c'est quelqu'un qui fait le défi aux forces qui sont plus fortes.
Oui, Voilà, c'est oui, ça c'est toujours qui. la faible contre plus forte. Donc un héros, c'est lui qui sait faire face à quelqu'un ou quelque chose qui est plus fort que lui. Donc c'est ça l'héroïsme en fait. C'est pas de primer le plus faible, c'est pas opprimer ce qui est plus faible que toi, mais Mmh. c'est de savoir tenir debout face à quelque chose qui est plus. Et je pense que bien sûr, Mais cette époque de postmodernisme en Europe qui a finalement un peu dévalorisé l'idée de l'héroïsme, du combat contre les forces qui sont plus fortes, bien sûr, ils ont laissé un grand impact. C'est pour cela que c'est tellement difficile de revenir vers l'idée finalement du combat. Ouais. merci beaucoup Volodymyr pour cet échange, pour ton analyse en fait, et espérons que justement que cette guerre ne sera plus appelée aussi souvent comme guerre en Ukraine et que qu'on a quand même un peu élargi le cadre pour comprendre ce qui est derrière cette guerre, qui d'ailleurs non pas une guerre uniquement russe, n'est-ce pas? Parce que derrière la Russie, nous voyons déjà de plus en plus de alliés. Et donc c'est une guerre en fait de deux systèmes, même si au contour très flou et hétéroclite, mais il y a quelque chose, et nous avons tous quelque chose à défendre, nous les Ukrainiens, nous les Européens et nous les Occidentaux, avec les Occidentaux de l'Est et de centre de l'Europe aussi. Merci Volodymyr. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'avais à mes côtés Volodymyr Yarmolenko, philosophe et écrivain, président du PEN Ukraine, rédacteur en chef du site Ukraine World. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.